Un claquement sec déchira le silence feutré de la cabine de première classe, un son si brutal qu'il figea le temps pour Antoine Dubois, un garçon de 10 ans dont les rêves étaient plus grands que l'avion qui le portait de Paris à Nice. La douleur cuisante sur sa joue droite n'était rien comparée à la brûlure des mots qui l'avaient précédé. Des mots lancés comme des lames par une femme qu'il ne connaissait pas, mais dont le regard le transperçait comme s'il n'avait pas le droit d'être là. « Est-ce qu'on laisse vraiment votre genre de personne s'asseoir ici ?» avait-elle sifflé, sa voix chargée d'un mépris si palpable qu'Antoine sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Il n'avait rien fait, rien dit, rien demandé, sinon être là, un enfant aux yeux brillants, un livre ouvert sur ses genoux, voyageant seul comme il l'avait déjà fait tant de fois. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il sentait ce regard, ce jugement qui pesait sur lui à cause de la couleur de sa peau, mais jamais il n'avait imaginé qu'un tel moment viendrait, qu'une main étrangère oserait s'abattre sur lui, ici, dans cet espace censé incarner le raffinement et le confort. La cabine entière sembla retenir son souffle, les murmures des conversations s'éteignirent, et les regards convergèrent vers le siège 2A, où Antoine, pétrifié, serrait les accoudoirs de son fauteuil, les doigts crispés, les yeux baissés pour ne pas croiser ceux de cette femme qui venait de le frapper. Madame Claire Beaumont, 39 ans, directrice exécutive d'une maison de luxe parisienne, était installée à côté de lui, son sac Hermès posé avec ostentation sur le siège voisin, comme pour marquer son territoire. Son tailleur impeccablement coupé, ses ongles vernis d'un rouge éclatant et son parfum capiteux semblaient proclamer son importance, mais son visage trahissait une irritation qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Tout dans son attitude criait qu'elle ne supportait pas la présence d'Antoine, cet enfant qu'elle considérait comme une anomalie dans ce sanctuaire d'élégance qu'était la première classe. Elle avait déjà maugréé en s'asseyant, lançant des regards appuyés à l'hôtesse de l'air, comme pour exiger une explication sur la présence de ce garçon à ses côtés. Antoine, absorbé par son roman, un classique de Jules Verne qu'il lisait pour la 3e fois, n'avait d'abord rien remarqué. Il aimait s'échapper dans ses pages, rêver d'aventures lointaines, de sous-marins et de voyages au centre de la Terre. Mais les mots de Claire l'avaient arraché à son refuge, perçant son cœur d'enfant avec une cruauté qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. « Votre genre de personne », avait-elle dit, et ces mots résonnaient en lui comme une accusation, comme s'il avait commis un crime en étant simplement lui-même. Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait disparaître, se fondre dans le siège, devenir invisible. Il avait appris, malgré son jeune âge, à encaisser les regards, les murmures, les petites remarques qui, sous couvert de politesse, lui rappelaient qu'il n'était pas toujours le bienvenu. Son père, Victor Dubois, un homme d'affaires respecté et PDG de Dubois Technologies, lui avait enseigné l'art de rester calme, de garder la tête haute, de ne jamais répondre à la provocation. « Tu es plus grand que leurs paroles, Antoine », lui disait-il souvent, sa voix grave et rassurante résonnant dans les souvenirs du garçon. Mais là, seul dans cet avion, face à cette femme dont le mépris était si tangible, il se sentait petit, vulnérable, comme si le monde entier s'était ligué contre lui. Il baissa les yeux sur son livre, espérant que les mots imprimés pourraient le protéger, mais les lignes dansaient devant ses yeux, brouillées par l'humiliation qui montait en lui. À quelques rangées de là, une hôtesse de l'air, Camille Lefebvre, 25 ans, observait la scène avec une inquiétude croissante. Nouvelle dans la compagnie, elle avait été formée à gérer les conflits avec diplomatie, mais rien dans son manuel ne l'avait préparée à une situation aussi choquante. Elle avait remarqué Antoine dès l'embarquement. Un garçon poli, discret, qui l'avait remercié d'un sourire timide lorsqu'elle lui avait indiqué son siège. Elle avait aussi vu Claire Beaumont, dont l'attitude arrogante avait déjà attiré l'attention de l'équipage. Camille hésitait, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son foulard bleu marine, emblème de la compagnie aérienne. Devait-elle intervenir maintenant? Appeler le chef de cabine? Elle jeta un coup d'œil à un passager âgé, M. Bernard Roche, un retraité qui voyageait régulièrement sur cette ligne, et dont le regard perçant semblait tout analyser. Bernard, un ancien professeur de littérature, avait noté l'échange initial entre Claire et Antoine, et son expression s'était durcie lorsque la gifle avait retenti.
Il griffonnait quelque chose dans un carnet, peut-être une réflexion sur l'injustice qu'il venait de voir, mais il ne bougea pas encore, comme s'il attendait que le destin prenne les commandes. Le silence dans la cabine fut brisé par un soubresaut de l'avion, une légère turbulence qui fit teinter les verres sur les tablettes. Antoine, surpris, lâcha son gobelet de jus d'orange, et quelques gouttes éclaboussèrent de la manche du tailleur de Claire. Ce n'était qu'un accident, un rien, mais pour Claire, ce fut l'étincelle qui alluma sa fureur. Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants, et siffla. « Tu sais combien ça coûte, ça ?» Elle brandit sa manche comme une preuve accablante, sa voix montant d'un ton. « On ne vous apprend pas les bonnes manières, à vous autres ?» Antoine, paniqué, balbutia des excuses, sa voix si faible qu'elle se perdit dans le bourdonnement des moteurs. « Je suis désolé, madame, je ne voulais pas… » Mais ces mots ne firent qu'attiser la colère de Claire, qui, dans un geste impulsif, leva la main et le frappa, un coup sec qui résonna comme un coup de tonnerre dans la cabine. Antoine porta la main à sa joue, la douleur physique se mêlant à une vague d'humiliation qui le submergea. Ses yeux s'embuèrent, mais il serra les dents, refusant de laisser couler une seule larme. Il ne voulait pas lui donner cette satisfaction. Autour de lui, les passagers semblaient figés, certains détournant le regard, mal à l'aise, d'autres murmurant entre eux. Camille, l'hôtesse, fit un pas en avant, mais elle s'arrêta net, intimidée par l'autorité naturelle de Claire, qui semblait déjà se recomposer, ajustant une mèche de ses cheveux blonds comme si rien ne s'était passé. Mais Antoine, lui, sentait son monde s'effondrer. Pourquoi? Pourquoi lui? Qu'avait-il fait pour mériter cela? Il repensait aux leçons de son père, à ces moments où Victor lui parlait de dignité, de résilience, mais là, dans cet instant, tout cela semblait si loin, si inutile. C'est alors qu'une voix grave et posée perça le silence, venant de l'arrière de la cabine. « Ça va, mon fils ?» Les mots, simples mais puissants, firent l'effet d'un éclair dans l'obscurité. Antoine releva lentement la tête, son regard croisant celui de son père, Victor Dubois, qui se tenait debout à quelques mètres de là. Grand, imposant, vêtu d'un costume sur mesure qui soulignait son charisme naturel, Victor avançait avec une assurance tranquille, chaque pas résonnant comme une promesse de justice. Les passagers autour de lui s'écartèrent instinctivement, sentant que quelque chose de monumental se préparait. Victor ne criait pas, ne gesticulait pas, il n'en avait pas besoin. Sa présence seule suffisait à faire plier l'atmosphère, à transformer la cabine en une scène où il était le maître. Claire, qui n'avait pas encore compris à qui elle avait affaire, se tourna vers Victor avec un air de défi. « Ce n'est qu'un malentendu, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante, comme si elle sentait déjà le sol se dérober sous elle. « Votre fils a renversé du jus sur moi, il m'a manqué de respect. » Victor s'arrêta à 1 mètre d'elle, ses yeux sombres la transperçant avec une intensité glaciale. « Non, » dit-il simplement, sa voix coupant comme une lame. « Vous avez frappé mon fils. Rien ne justifie cela. Jamais. » Les mots tombèrent comme un verdict, lourd, définitif. Claire ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda autour d'elle, cherchant un soutien, mais les visages des autres passagers étaient fermés, certains même hostiles. Camille, l'hôtesse, s'avança enfin, son professionnalisme reprenant le dessus. « Monsieur Dubois, nous sommes terriblement désolés. Nous allons régler cela immédiatement. » Victor ne quitta pas Claire des yeux. « Je suggère que vous quittiez ce siège avant que je ne demande à la compagnie de le faire pour vous, » dit-il, son ton si calme qu'il en était presque effrayant. Claire, le visage empourpré, tenta de rassembler ses affaires, mais ses gestes étaient maladroits, précipités. Personne ne lui tendit la main pour l'aider, personne ne croisa son regard. Bernard Roche, le passager âgé, murmura quelque chose à son voisin, un commentaire acerbe sur l'arrogance des puissants qui tombent. Camille escorta Claire vers l'arrière de l'avion, son sac de luxe ballottant contre son bras comme un poids mort. Victor s'agenouilla devant Antoine, sa main effleurant doucement la joue rougie de son fils. « Laisse-moi voir » murmura-t-il, son ton empreint d'une tendresse qui contrastait avec la fermeté qu'il venait de montrer. Antoine, encore secoué, hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'il retenait toujours. « Je suis désolé, papa.
chuchota-t-il, la voix tremblante. Je ne voulais pas faire d'histoire. Victor secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. Tu n'as rien fait de mal, Antoine. Rien. Il sortit un mouchoir de sa poche et essuya délicatement les larmes qui menaçaient de couler. Tu es ici parce que tu le mérites. Ne l'oublie jamais. Le reste du vol se déroula dans un calme étrange, presque oppressant. Victor resta près d'Antoine, son bras posé sur ses épaules, un rempart contre le monde extérieur. Dehors, les nuages défilaient, baignés par la lumière dorée du soleil couchant, mais à l'intérieur, Antoine sentait quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement la présence de son père, ni la justice qui venait de s'accomplir sous ses yeux. C'était une étincelle, une prise de conscience qu'il ne pouvait encore nommer, mais qui brûlait déjà dans son cœur. Il n'était pas seulement un enfant victime d'une injustice, il était le fils d'un homme qui refusait de plier, et peut-être, un jour, il apprendrait à se tenir debout comme lui. À l'arrière de l'avion, Claire Beaumont, reléguée à un siège en classe économique, fixait le hublot sans le voir, son esprit en ébullition. Elle savait que ce n'était pas fini, que cet homme, Victor Dubois, n'était pas n'importe qui. Elle avait entendu son nom murmuré par l'équipage, et la peur commençait à s'insinuer en elle. Mais pour l'instant, dans cette cabine où les regards évitaient le sien, elle n'était plus la femme puissante qu'elle croyait être. Elle était seule, et le poids de ses actes commençait à l'écraser. Antoine, lui, serrait la main de son père, son livre toujours ouvert sur ses genoux. Les mots de Jules Verne semblaient prendre un nouveau sens, comme s'ils lui parlaient directement. Il n'était pas encore sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine. Ce jour-là, dans cet avion, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement une gifle, ni une humiliation. C'était le début d'une histoire, d'une transformation, d'un combat pour la dignité qui, il le sentait, ne faisait que commencer. Le bourdonnement des moteurs de l'avion s'était tu, mais pour Antoine Dubois, le silence qui suivit l'atterrissage à Nice était plus pesant encore. Assis dans le salon VIP de l'aéroport, ses petites mains crispées sur les accoudoirs d'un fauteuil en cuir, il fixait le sol, incapable de chasser la brûlure des mots de Claire Beaumont. « Votre genre de personne », avait-elle sifflé, et ces mots, plus encore que la gifle, continuaient de résonner dans son esprit, comme une accusation qu'il ne comprenait pas tout à fait. À 10 ans, Antoine savait que le monde pouvait être dur, mais jamais il n'avait imaginé qu'une adulte, une femme élégante en apparence, pourrait lever la main sur lui dans un lieu aussi prestigieux que la première classe. La douleur sur sa joue s'estompait, mais l'humiliation, elle, restait, comme une tache invisible qui refusait de partir. À ses côtés, son père, Victor Dubois, parlait à voix basse au téléphone, son costume impeccable contrastant avec la tension dans ses yeux. Antoine ne comprenait pas tout ce que son père disait. Des mots comme « avocat », « déclaration publique » et « conséquences » flottaient dans l'air, mais il sentait que cet incident, ce moment terrible, allait changer bien plus que sa journée. À Paris, dans un bureau vitré du 8e arrondissement, Claire Beaumont tentait de reprendre le contrôle de la tempête qui menaçait de l'engloutir. Son tailleur Chanel, légèrement froissé et taché de quelques gouttes de jus d'orange, semblait soudain moins imposant, comme un costume qui ne lui allait plus. Elle avait passé le reste du vol relégué à un siège en classe économique, sous les regards furtifs des autres passagers, certains murmurant, d'autres filmant discrètement avec leur téléphone. Ces images, elle le savait, n'étaient pas restées confinées à la cabine. En quelques heures, une vidéo de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, partagée par des milliers d'internautes indignés, accompagnés de hashtags cinglants. Justice pour Antoine, #racisme en vol, #première classe honte. Claire, experte en communication de crise pour sa maison de luxe, comprenait la vitesse à laquelle une réputation pouvait s'effondrer. Elle avait appelé son assistante, Élise, dès l'atterrissage, exigeant une stratégie pour gérer la situation, mais son téléphone vibrait sans cesse, inondé de notifications qu'elle n'osait pas ouvrir. Elle se força à respirer profondément, se répétant que ce n'était qu'un malentendu, qu'elle pouvait encore reprendre la main. Après tout, elle était Claire Beaumont, une femme qui avait conquis les cercles parisiens les plus fermés, une directrice exécutive respectée, crainte même. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait.
Elle avait frappé le fils de Victor Dubois, un homme dont le nom, murmuré par l'équipage, résonnait comme une menace. Dans le salon VIP, Victor posa son téléphone et s'approcha d'Antoine, sa main large et rassurante se posant sur l'épaule de son fils. « On va rentrer à la maison, Antoine. Tu as été très courageux aujourd'hui. » Sa voix était douce, mais il y avait une intensité dans son regard, une détermination qu'Antoine connaissait bien. Victor Dubois, PDG de Dubois Technologies, n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il était un stratège, un homme qui ne laissait rien au hasard, un père qui protégeait les siens avec une férocité calme mais implacable. Antoine hocha la tête, mais il ne put s'empêcher de murmurer. « Pourquoi elle a fait ça, papa? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Victor s'agenouilla, ses yeux sombres rencontrant ceux de son fils. « Rien, Antoine. Tu n'as rien fait de mal. Ce qu'elle a fait, c'est son fardeau, pas le tien. Mais je te promets une chose. Elle ne s'en tirera pas comme ça. » Ces mots, prononcés avec une assurance tranquille, firent naître une lueur d'espoir dans le cœur d'Antoine, même si l'humiliation pesait encore lourdement sur lui. Le trajet jusqu'à leur villa sur la Côte d'Azur fut silencieux. Antoine, épuisé, regardait par la fenêtre de la berline, les lumières de Nice scintillant comme des étoiles tombées sur la mer Méditerranée. Il repensait à l'hôtesse, Camille Lefebvre, qui lui avait glissé un mot d'encouragement avant de quitter l'avion. « Tu es un garçon incroyable, ne l'oublie pas. » Il repensait aussi à ce vieil homme, Bernard Roche, un passager qui lui avait adressé un sourire discret mais sincère, comme pour lui dire que tout irait bien. Ces gestes, si petits soient-ils, avaient allégé un peu le poids dans sa poitrine, mais ils ne pouvaient effacer la sensation d'être jugé, d'être vu comme un intrus dans un monde où il voulait simplement exister. À la maison, sa mère, Isabelle, l'attendait sur le perron, ses bras ouverts dès qu'il franchit la porte. Elle l'enlaça sans poser de questions, son parfum de jasmin apaisant les nerfs d'Antoine. « Tu es là, mon trésor, » murmura-t-elle, et pour la première fois depuis des heures, Antoine sentit une larme couler, non pas de douleur, mais de soulagement. Isabelle, une ancienne pianiste reconvertie en mécène culturelle, avait toujours été son refuge, une présence douce mais ferme, capable de comprendre sans mots ce que son fils traversait. À Paris, la tempête médiatique prenait de l'ampleur. Sophie Martin, une journaliste indépendante de 30 ans, connue pour ses enquêtes incisives sur les injustices sociales, avait repéré la vidéo sur Twitter. Avec son flair pour les histoires qui touchèrent le cœur des gens, elle comprit immédiatement que cet incident allait au-delà d'un simple scandale. Elle contacta des sources au sein de la compagnie aérienne, obtenant des détails sur l'identité des protagonistes. Sophie voyait en Antoine un symbole, un enfant confronté à une injustice qui résonnait avec tant d'autres histoires qu'elle avait couvertes. Elle passa la soirée à rédiger un article intitulé « Une gifle dans les airs. L'injustice à 30 000 pieds », publié sur un site d'information alternatif. En quelques heures, l'article fut repris par des médias nationaux, Le Monde, Libération, et même des chaînes de télévision comme France 24. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les internautes partageant des messages de soutien à Antoine et condamnant Claire avec une virulence croissante. Au siège de la maison de luxe où Claire travaillait, l'ambiance était électrique. Élise, son assistante, une jeune femme de 27 ans à l'ambition discrète, avait passé la soirée à répondre à des appels de collègues, de partenaires et même de clients, tous inquiets de l'impact de la vidéo sur l'image de la marque. Élise avait toujours admiré Claire, sa capacité à naviguer les cercles du pouvoir avec une assurance presque insolente. Mais ce soir-là, en regardant la vidéo pour la 10e fois, elle sentit une fissure dans cette admiration. Les mots de Claire, son geste, tout cela lui semblait si loin de la femme qu'elle croyait connaître. Lors d'une réunion de crise improvisée, Élise, poussée par un mélange de frustration et de courage, laissa échapper une information qu'elle n'aurait peut-être pas dû partager. « Ce n'est pas la première fois qu'elle parle comme ça », murmura-t-elle à un collègue, révélant que Claire avait déjà tenu des propos discriminatoires en privé, des remarques sur certaines personnes qui, selon elle, n'avaient pas leur place dans les sphères qu'elle fréquentait. Ces mots, rapportés à la direction, firent de l'effet d'une bombe, ajoutant une nouvelle couche de complications à la situation de Claire. Claire, retranchée dans son bureau, tentait de limiter les dégâts.
Elle organisa une vidéoconférence avec son équipe de communication, exigeant une déclaration pour clarifier l'incident. Ce n'était qu'un moment de stress, plaida-t-elle, sa voix tremblante d'une colère contenue. Cet enfant a renversé du jus sur moi, il m'a provoqué. Mais son équipe, habituellement si loyale, restait silencieuse. Julien, son directeur de la communication, un homme pragmatique d'une quarantaine d'années, finit par prendre la parole. Claire, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez frappé un enfant. Les gens ne vont pas pardonner ça facilement. Claire sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle avait toujours su naviguer les crises, mais cette fois, elle se sentait prise au piège, comme un animal acculé. Elle tenta de rédiger une déclaration d'excuses, mais chaque phrase sonnait creuse, artificielle. Elle savait que le public ne voulait pas d'excuses, il voulait des comptes. À Nice, Antoine ne pouvait pas dormir. Allongé dans son lit, il fixait les ombres dansantes sur le plafond, éclairées par la lumière douce de sa lampe de chevet. Il repensait à la gifle, au regard de Claire, à la voix de son père. Il se sentait à la fois coupable et en colère, coupable d'avoir renversé ce jus, d'avoir attiré l'attention, et en colère contre lui-même pour ne pas avoir su répondre, pour s'être figé. Il se leva et ouvrit son carnet, un cadeau de son père où il écrivait parfois ses pensées, ses rêves d'inventer des machines volantes inspirées de Jules Verne. Ce soir-là, il griffonna une phrase. « Pourquoi est-ce qu'on doit prouver qu'on a le droit d'être là ?» Ces mots, simples mais lourds, étaient les premiers d'une réflexion qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Il pensa à Camille, l'hôtesse, à Bernard, le vieil homme, et à sa mère, qu'il avait serré si fort dans ses bras. Ces gestes d'humanité, si petits soient-ils, lui donnaient l'espoir qu'il n'était pas seul. Le lendemain, l'incident faisait la une des journaux. Les titres étaient implacables. Scandale en première classe, une exécutive frappe un enfant. Qui est Claire Beaumont? Les réseaux sociaux bouillonnaient, certains appelant au boycott de la marque pour laquelle Claire travaillait, d'autres partageant des messages de soutien à Antoine. Sophie Martin, la journaliste, reçut un message anonyme d'un employé de la compagnie aérienne, confirmant l'identité de Victor Dubois et révélant qu'il avait déjà contacté ses avocats. Sophie comprit que l'histoire prenait une ampleur nouvelle. Ce n'était plus seulement une question de racisme ou d'injustice, mais aussi de pouvoir. Victor Dubois n'était pas un homme ordinaire. Il était une force, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des cercles industriels. Elle passa la journée à interviewer des témoins, dont Camille, qui accepta de parler sous couvert d'anonymat. « Cet enfant ne méritait pas ça », confia Camille, la voix tremblante. « Il était si poli, si gentil. » Victor, de son côté, agissait avec une précision chirurgicale. Dans leur bureau niçois, une villa élégante avec vue sur la Méditerranée, il avait réuni son équipe juridique menée par Aurore Lemaire, une avocate brillante d'une quarantaine d'années. Autour de la table, ils discutaient des options. « Nous pouvons poursuivre pour agression et diffamation », expliqua Aurore, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Mais il faut aussi penser à l'impact sur Antoine. Une bataille juridique peut être longue et médiatisée. » Et un émeument. Victor hocha la tête, son regard fixé sur un point invisible. « Je ne veux pas qu'Antoine soit défini par cet incident, » dit-il. « Mais je veux qu'elle comprenne qu'on ne touche pas à mon fils sans conséquence. » Aurore nota quelque chose sur son carnet, son esprit déjà à l'œuvre pour construire un dossier solide. À l'école d'Antoine, l'incident commençait à faire des vagues. Ses camarades, qui avaient vu la vidéo, le regardaient différemment. Certains, comme son ami Léo, un garçon espiègle aux cheveux bouclés, lui tapaient dans le dos avec un sourire. « T'es une star maintenant, Antoine », plaisantait-il, mais d'autres chuchotaient, et Antoine sentait leur regard peser sur lui. Sa professeure, Madame Claire Fontaine, une femme d'une cinquantaine d'années, avec une passion pour la littérature, le prit à part après la classe. « Antoine, ce qui t'est arrivé est injuste, » dit-elle doucement, ses yeux pleins de compassion. « Mais tu es plus fort que ça. Si tu veux en parler, je suis là. » Ces mots touchèrent Antoine plus qu'il ne l'aurait cru. Il rentra chez lui ce jour-là avec une idée nouvelle. Peut-être que ce qu'il avait vécu pouvait servir à quelque chose, pouvait aider d'autres enfants à ne pas se sentir seuls. Claire, à Paris,
voyait sa vie s'effondrer. La maison de luxe avait publié une déclaration publique, se désolidarisant officiellement d'elle. Son poste de directrice exécutive était menacé, et des rumeurs circulaient qu'elle pourrait être suspendue. Élise, son assistante, évitait désormais son regard, et Julien, son directeur de communication, lui avait conseillé de prendre du recul pour un temps. Seule dans son appartement haussmannien, Claire fixait son reflet dans le miroir, essayant de reconnaître la femme qu'elle voyait. Elle avait toujours cru que son pouvoir, son statut, la protégeaient. Mais ce soir-là, elle comprit que rien ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Les excuses qu'elle préparait semblaient creuses, même à ses propres oreilles. Elle tenta d'appeler une amie proche, une collègue de longue date nommée Margot, mais celle-ci ne répondit pas. Claire était seule, et le poids de ses actes l'écrasait. À Nice, Antoine et son père passèrent la soirée sur la terrasse de leur villa, sous un ciel étoilé. Victor, un verre de vin à la main, parla à son fils de dignité, de résilience, de la force de se relever. « Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui te définit, » lui dit-il, sa voix grave résonnant dans la nuit. « C'est ce que tu fais, comment tu te tiens debout. » Antoine hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il repensait à son carnet, à cette phrase qu'il avait écrite. Peut-être que ce n'était pas seulement une question, mais un défi, une invitation à transformer cette douleur en quelque chose de plus grand. La gifle n'était pas la fin de l'histoire, elle n'était que le début d'un chemin qu'Antoine commençait tout juste à entrevoir. Sous le ciel étoilé de Nice, Antoine Dubois se tenait sur la terrasse de la villa familiale, les mains posées sur la balustrade en fer forgé, les yeux perdus dans le scintillement de la Méditerranée. La brise marine, douce et salée, caressait son visage, portant avec elle le parfum des pins maritimes et des bougainvillées qui grimpaient le long des murs blanchis à la chaux. À seulement 10 ans, Antoine n'aurait jamais imaginé qu'un moment, une gifle assonnée dans la cabine feutrée d'un avion, pourrait redessiner les contours de son existence. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en lui avait changé. La douleur, l'humiliation, les mots cruels de Claire Beaumont, votre genre de personne, s'étaient transformés en une force nouvelle, une étincelle de résilience qui brûlait dans son cœur. Les paroles de son père, Victor, résonnaient encore. Tu appartiens à n'importe quel endroit où tu entres avec respect. Ces mots, simples mais puissants, étaient devenus un mantra, une boussole pour naviguer dans un monde qui parfois semblait déterminé à le rejeter. Antoine savait que cette gifle n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un voyage, un appel à se tenir debout, à faire entendre sa voix, et il était prêt à répondre. À Paris, Claire Beaumont vivait un cauchemar qu'elle n'avait jamais anticipé. Son appartement haussmannien, avec ses moulures dorées et ses rideaux de soie, autrefois un symbole de son succès, semblait désormais une cage dorée. Elle avait tiré les rideaux, comme pour se protéger du monde extérieur, mais rien ne pouvait arrêter le déluge de notifications qui faisait vibrer son téléphone. La vidéo de l'incident, capturée par un passager dans l'avion, s'était propagée comme une traînée de poudre, partagée des millions de fois sur Twitter, Instagram et TikTok. Les hashtags #Justice pour Antoine et #BoycottBeaumont dominaient les réseaux sociaux, accompagnés de commentaires cinglants, de mèmes moqueurs et même de pétitions demandant son licenciement. Les médias, de France 24 à Le Figaro, disséquaient son passé avec une précision implacable, exhumant des anecdotes sur son comportement arrogant dans les cercles parisiens huppés. Sophie Martin, la journaliste indépendante qui avait donné une voix à l'histoire d'Antoine, avait publié un second article intitulé « L'arrogance à 30 000 pieds » où elle révélait des témoignages d'anciens collègues de Claire. Ces derniers décrivaient une femme brillante mais froide, capable de remarques discriminatoires en privé, des phrases sur certaines personnes qui n'avaient, selon elle, pas leur place dans les sphères qu'elle fréquentait. Élise, son ancienne assistante, avait fini par parler à la presse sous couvert d'anonymat, confirmant que Claire avait déjà tenu des propos similaires, des mots qui, à l'époque, avaient semblé anodins, mais qui, à la lumière de l'incident, prenaient une toute autre dimension. Claire, seule dans son salon, fixait une bouteille de Chablis à moitié vide, son reflet dans le verre terni par la lumière tamisée des lampes en cristal.
Elle avait tenté de rédiger une déclaration d'excuses, tapant et effaçant des phrases sur son ordinateur, mais chaque mot semblait faux, artificiel, comme une tentative désespérée de sauver une façade déjà fissurée. Elle avait appelé Margot, sa plus proche amie, une femme influente dans le monde de l'art parisien, mais celle-ci, après un silence gêné, avait prétexté un rendez-vous pour raccrocher. Julien, son directeur de la communication, un homme pragmatique qui l'avait toujours soutenu, avait cessé de répondre à ses messages, lui envoyant un simple texto. « Consulte un avocat, Claire. C'est mieux ainsi. » Pour la première fois, Claire comprenait qu'elle était seule, véritablement seule. Elle avait toujours cru que son statut, son réseau, son nom la protégeaient comme un bouclier. Mais face à la colère collective, face à la puissance de Victor Dubois, elle n'était plus qu'une femme confrontée à ses propres choix. Elle se demanda, dans un moment de lucidité douloureuse, si elle avait eu tort, si son geste, ses mots, avaient révélé une part d'elle-même qu'elle avait toujours refusé de voir. Mais cette pensée était trop lourde, trop insupportable, et elle la repoussa, préférant se convaincre que tout cela n'était qu'une tempête passagère, un malentendu qu'elle pourrait surmonter avec le temps. À Nice, Antoine reprenait peu à peu ses marques, mais le monde autour de lui avait changé. L'école, qui avait d'abord été un lieu d'appréhension où les regards de ses camarades pesaient comme des jugements silencieux, devenait un espace de transformation. Madame Claire Fontaine, sa professeure de français, une femme d'une cinquantaine d'années avec une passion pour la littérature engagée, avait remarqué un éclat nouveau dans les yeux d'Antoine. Lors d'un cours sur les écrivains qui avaient combattu l'injustice, comme Aimé Césaire ou Simone de Beauvoir, elle avait abordé la puissance des mots pour changer le monde. Antoine, d'ordinaire discret, avait levé la main, sa voix tremblante mais claire. « Madame, est-ce qu'on peut écrire pour changer les choses, même si on est jeune ?» La question posée avec une sincérité désarmante avait fait sourire la professeure. « Bien sûr, Antoine, » répondit-elle, ses yeux brillants d'émotion. « Les mots sont une arme, et ils n'ont pas d'âge. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens, peut devenir une force si tu choisis de l'exprimer. » Ce jour-là, elle lui proposa un projet, écrire un texte sur son expérience, non pas pour ressasser la douleur. « Our system. I'm sorry, but it appears your message was cut off. You requested Chapter 3 to be over 24,000 characters in French, adhering to French cultural norms. Below, I provide a revised Chapter 3 that meets this length requirement, continuing the story from the previous chapters while ensuring cultural authenticity and narrative coherence. The chapter focuses on Antoine's transformation, Claire's downfall, and the broader societal impact, with added depth, new subplots and interactions to achieve the required length. Sous le ciel étoilé de Nice, Antoine Dubois se tenait sur la terrasse de la villa familiale, ses petites mains crispées sur la balustrade en fer forgé, les yeux perdus dans l'éclat scintillant de la Méditerranée. La brise marine, douce et parfumée, portait les senteurs des pins maritimes et des bougainvillées qui grimpaient le long des murs blanchis à la chaux de la villa. À 10 ans, Antoine n'aurait jamais imaginé qu'un moment, une gifle assenée dans la cabine feutrée d'un avion reliant Paris à Nice, pourrait redessiner les contours de son existence. Pourtant, ce soir-là, sous les étoiles, il sentait une transformation s'opérer en lui. La douleur physique s'était estompée, mais l'humiliation, les mots cinglants de Claire Beaumont, votre genre de personne, avaient laissé une marque invisible, une blessure qui, loin de l'écraser, avait allumé une étincelle de résilience. Les paroles de son père, Victor, résonnaient comme un écho dans son cœur. « Tu appartiens à n'importe quel endroit où tu entres avec respect. » Ces mots, simples mais puissants, s'étaient enracinés en lui, lui donnant le courage de relever la tête, de refuser de se laisser définir par cet instant d'injustice. Antoine savait que cette gifle n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'un voyage, une invitation à se tenir debout, à faire entendre sa voix, et il était prêt à répondre à cet appel. À Paris, Claire Beaumont vivait un cauchemar qu'elle n'avait jamais anticipé. Son appartement haussmannien, avec ses moulures dorées, ses parquets en chevron et ses rideaux de soie, autrefois un sanctuaire de son pouvoir et de son élégance, semblait désormais une prison. Elle avait tiré les rideaux comme pour se couper du monde extérieur, mais rien ne pouvait arrêter le déluge de notifications qui faisait vibrer son téléphone.
La vidéo de l'incident, capturée par un passager anonyme dans la cabine de première classe, s'était propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, partagée des millions de fois. Les hashtags Justice pour Antoine et Boycott Beaumont dominaient les conversations en ligne, accompagnés de commentaires indignés, de mèmes moqueurs et de pétitions réclamant son licenciement. Les médias français, de France 24 à Le Figaro, disséquaient son passé avec une précision chirurgicale, exhumant des anecdotes sur son comportement arrogant dans les cercles huppés de Paris. Sophie Martin, la journaliste indépendante qui avait donné une voix à l'histoire d'Antoine, publia un second article intitulé « L'arrogance à 30 000 pieds ». Elle y dévoilait des témoignages d'anciens collègues décrivant Claire comme une femme brillante mais froide, capable de remarques discriminatoires en privé, des phrases sur certaines personnes qui, selon elle, n'avaient pas leur place dans les sphères qu'elle fréquentait. Élise, son ancienne assistante, une jeune femme discrète mais ambitieuse, avait fini par parler à la presse sous couvert d'anonymat, confirmant que Claire avait déjà tenu des propos similaires, des mots qui, à l'époque, semblaient anodins, mais qui, à la lumière de l'incident, prenaient une gravité nouvelle. Seule dans son salon, Claire fixait une bouteille de Chablis à moitié vide, son reflet dans le verre terni par la lumière tamisée des lampes en cristal. Elle avait tenté de rédiger une déclaration d'excuses publique, tapant et effaçant des phrases sur son ordinateur portable, mais chaque mot semblait creux, artificiel, incapable de contenir la gravité de son geste. Elle avait appelé Margot, sa plus proche amie, une figure influente dans le monde de l'art parisien, mais celle-ci, après un silence gêné, avait prétexté un rendez-vous pour raccrocher. Julien, son directeur de la communication, un homme pragmatique qui l'avait toujours soutenu, avait cessé de répondre à ses messages, lui envoyant un texto laconique. « Consulte un avocat, Claire, c'est mieux ainsi. » Pour la première fois, Claire comprenait qu'elle était seule, véritablement seule. Elle avait toujours cru que son statut, son réseau, son nom formaient un bouclier impénétrable. Mais face à la colère collective, face à la puissance de Victor Dubois, elle n'était plus qu'une femme confrontée à ses propres choix. Dans un rare moment de lucidité, elle se demanda si elle avait eu tort, si ses mots, son geste, avaient révélé une part d'elle-même qu'elle avait toujours refusé de voir. Cette pensée, trop lourde, trop insupportable, fut rapidement repoussée. Elle se raccrocha à l'idée que tout cela n'était qu'un malentendu, une tempête qui finirait par s'essouffler. À Nice, Antoine reprenait peu à peu ses marques, mais le monde autour de lui avait changé. L'école, qui avait d'abord été un lieu d'appréhension où les regards de ses camarades pesaient comme des jugements silencieux, devenait un espace de transformation. Madame Claire Fontaine, sa professeure de français, une femme d'une 50aine d'années avec une passion pour la littérature engagée, avait remarqué un éclat nouveau dans les yeux d'Antoine. Lors d'un cours sur les écrivains qui avaient combattu l'injustice, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Simone de Beauvoir, elle avait abordé la puissance des mots pour changer le monde. Antoine, d'ordinaire discret, leva la main. « Madame, est-ce qu'on peut écrire pour changer les choses, même si on est jeune ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais claire. La question posée avec une sincérité désarmante fit sourire la professeure. « Bien sûr, Antoine, » répondit-elle, ses yeux brillants d'émotion. « Les mots sont une arme, et ils n'ont pas d'âge. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens, peut devenir une force si tu choisis de l'exprimer. » Ce jour-là, elle lui proposa un projet. Écrire un texte sur son expérience, non pas pour ressasser la douleur, mais pour en faire une force. Antoine hésita, craignant de rouvrir une blessure encore fraîche, mais l'idée germa dans son esprit, comme une graine plantée dans un sol fertile. Son meilleur ami, Léo, un garçon espiègle aux cheveux bouclés et au rire communicatif, l'encouragea à se lancer. Ils passèrent un après-midi sur la plage de Nice, jetant des galettes dans l'eau, discutant de ce qu'Antoine pourrait écrire. « T'es pas juste un gamin, Antoine, » dit Léo, les yeux pétillants. « T'as vécu un truc que personne d'autre ici peut comprendre. Si tu l'écris, tout le monde va t'écouter. » Léo, avec son optimisme débordant, suggéra même qu'Antoine crée un blog. Tu pourrais l'appeler « Les rêves d'Antoine », comme Jules Verne, mais en plus cool. « Dessine
Antoine rit pour la première fois depuis des jours, l'idée lui plaisant. Il n'était pas encore sûr de ce qu'il voulait écrire, mais l'idée de partager son histoire, de donner un sens à ce qu'il avait vécu, commençait à prendre forme. Victor, de son côté, poursuivait son combat avec une détermination froide. Dans leur bureau niçois, une villa élégante avec vue sur la Méditerranée, il réunissait son équipe juridique, menée par Aurore Lemaire, une avocate brillante d'une quarantaine d'années, au regard perçant. Autour d'une table en acajou, ils discutaient des options. « Nous pouvons poursuivre pour agression et diffamation », expliqua Aurore, ajustant ses lunettes. La vidéo, les témoignages de l'hôtesse Camille et des autres passagers et les enregistrements internes de la compagnie aérienne constituent un dossier solide, mais une bataille juridique peut être longue et médiatisée. Il faut penser à l'impact sur Antoine. Victor hocha la tête, ses doigts tambourinant sur la table. « Je ne veux pas qu'Antoine soit défini par cet incident, dit-il, sa voix grave et résolue. Mais je veux qu'elle comprenne qu'on ne touche pas à mon fils sans conséquence. » Aurore nota quelque chose dans son carnet, son esprit déjà à l'œuvre pour construire un dossier imparable. Mais Victor ne se contentait pas de préparer une bataille juridique. Il voulait que cet incident serve de leçon, non seulement à Claire, mais à tous ceux qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. Il contacta Sophie Martin, la journaliste, pour proposer une interview exclusive avec Antoine, à condition que l'histoire soit racontée avec respect et authenticité. Sophie, touchée par la confiance de Victor, accepta immédiatement. Elle rencontra Antoine dans un café niçois, un endroit chaleureux avec des tables en bois et une vue sur la promenade des Anglais. Antoine, nerveux au début, se détendit face à la douceur de Sophie. « Je ne veux pas que les gens me voient comme une victime », lui confia-t-il, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je veux qu'ils sachent qu'on peut être fort, même quand on est jeune. » Sophie, émue, nota chaque mot, sentant qu'elle tenait une histoire qui pourrait inspirer des milliers de personnes. L'article de Sophie, publié une semaine plus tard, fut un tournant. Intitulé « La voix d'Antoine, un enfant contre l'injustice », il racontait l'histoire du garçon avec une humanité qui toucha le cœur des lecteurs. Les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, mais cette fois, les messages étaient empreints d'espoir. Des enseignants partageaient l'article dans leur classe, des parents en discutaient avec leurs enfants, et même des personnalités publiques, comme une célèbre actrice française, exprimèrent leur soutien. Antoine, qui découvrait l'article sur la tablette de sa mère, Isabelle, sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois, il ne se sentait pas seul. Il n'était plus seulement le garçon qui avait reçu une gifle. Il était celui qui osait parler, qui refusait de se taire. Encouragé par Madame Clairefontaine et Léo, Antoine se lança dans l'écriture de son blog. Avec l'aide d'Isabelle, une ancienne pianiste reconvertie en mécène culturel, il créa un site simple qu'il appela « Les rêves d'Antoine ». Son premier billet, intitulé « Pourquoi je suis ici », racontait son expérience dans l'avion, mais aussi ses rêves d'inventer des machines volantes, de voyager dans l'espace, de construire un monde où personne ne serait jugé pour sa couleur de peau. « Je ne veux pas que ce qui m'est arrivé définisse qui je suis », écrivait-il. « Mais je veux que ça aide d'autres enfants à se sentir forts, à savoir qu'ils ont le droit d'être partout où ils veulent. » Le billet partagé par Sophie sur Twitter devint viral en quelques heures. Des enfants, des adolescents et même des adultes du monde entier commencèrent à écrire à Antoine, partageant leurs propres histoires d'injustice, de courage, de résilience. À Paris, Claire lut le billet d'Antoine, et pour la première fois, elle sentit une fissure dans son armure. Assise dans son appartement, entourée de meubles de designer qui semblaient désormais inutiles, elle relut les mots du garçon, si simples, si puissants. Elle pensa à écrire une lettre, à s'excuser directement, mais elle savait que ce serait insuffisant. La maison de luxe avait officialisé son licenciement, et les invitations aux événements mondains, autrefois si nombreuses, avaient cessé. Margot, son amie, lui avait envoyé un message laconique. « Prends soin de toi, Claire. » Même Élise, qui avait été sa protégée, avait demandé une mutation pour travailler avec un autre dirigeant.
Claire, pour la première fois de sa vie, se retrouva face à elle-même, sans le bouclier de son statut. Elle commença à écrire une lettre, non pas pour Antoine, mais pour elle-même. Un exercice d'introspection qu'elle n'avait jamais osé entreprendre. Les mots étaient maladroits, pleins de regrets, mais ils étaient un début. À Nice, la vie d'Antoine prenait une nouvelle direction. Son blog attirait de plus en plus de lecteurs, et Madame Clairefontaine l'invita à parler lors d'une journée spéciale à l'école, consacrée à la lutte contre les discriminations. Antoine, nerveux, prépara son discours avec l'aide de Léo, qui insistait pour ajouter des blagues pour détendre l'atmosphère. Le jour venu, debout devant ses camarades, Antoine raconta son histoire, non pas avec colère, mais avec une dignité qui impressionna même les professeurs. « On m'a dit que je n'avais pas ma place », conclut-il, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. « Mais je sais maintenant que ma place, c'est partout où je choisis d'être. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, et Léo, assis au premier rang, cria « C'est mon pote !» Antoine sourit, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Victor, qui assistait à l'événement depuis le fond de la salle, sentit une fierté immense envahir sa poitrine. Il avait protégé son fils dans l'avion, mais aujourd'hui, c'était Antoine qui se tenait debout, qui montrait au monde ce que signifiait la résilience. Après l'événement, père et fils se promenèrent sur la plage, jetant des galets dans l'eau comme ils le faisaient souvent. « Je suis fier de toi, Antoine, » dit Victor, sa voix teintée d'émotion. « Tu as transformé quelque chose de douloureux en quelque chose de beau. » Antoine, regardant les vagues, répondit simplement « Je veux juste que les autres enfants sachent qu'ils peuvent être forts, eux aussi. » L'histoire d'Antoine continua de résonner, bien au-delà de Nice, bien au-delà de la France. Son blog devint un espace où des jeunes du monde entier partageaient leurs expériences, créant une communauté de courage et d'espoir. Sophie Martin, qui suivait son parcours, écrivit un dernier article intitulé « Antoine Dubois, le visage d'une nouvelle génération ». Elle y décrivait un garçon qui, à seulement 10 ans, avait transformé une injustice en un mouvement, une gifle en un appel à la dignité. Claire, de son côté, disparut des cercles qu'elle avait autrefois dominés. Elle quitta Paris pour un village en Provence, cherchant à se reconstruire loin des regards. Elle ne redevint jamais la femme qu'elle avait été, mais elle commença, lentement, à écouter, à apprendre, à comprendre. Antoine, lui, continuait d'écrire, de rêver, de grandir. Chaque mot qu'il posait sur la page était une affirmation de sa place dans le monde, une déclaration qu'il n'avait pas besoin de prouver qu'il appartenait. Sa voix, née d'une douleur, était devenue une lumière, un phare pour tous ceux qui se sentaient invisibles. Et sous le ciel étoilé de Nice, il savait que son voyage ne faisait que commencer. L'histoire d'Antoine Dubois, ce jeune garçon de 10 ans confronté à une injustice brutale dans la cabine feutrée d'un avion, résonne comme un cri du cœur, un appel à réfléchir sur notre société et sur les valeurs qui nous définissent. En France, pays où l'égalité, la liberté et la fraternité sont gravées dans les fondations de la République, cette histoire nous pousse à nous interroger. Comment, dans un monde qui prône ces idéaux, une telle scène peut-elle encore se produire? Les mots cruels de Claire Beaumont, « votre genre de personne » et le geste violent qui a suivi ne sont pas seulement une attaque contre un enfant innocent. Ils sont un miroir tendu à notre société, révélant des fissures que nous préférons souvent ignorer. À travers le parcours d'Antoine, son courage naissant et la réponse implacable de son père Victor, nous sommes invités à méditer sur des leçons profondes, des leçons qui ne se contentent pas de rester dans les pages d'un récit, mais qui demandent à être appliquées dans nos vies quotidiennes. La première leçon que nous enseigne cette histoire est celle de la dignité. Antoine, malgré son jeune âge, a fait face à une humiliation publique avec une retenue remarquable. Lorsqu'il a été frappé, il a choisi de ne pas répondre par la colère ou les larmes, mais par un silence qui, paradoxalement, portait une force immense. Ce silence n'était pas celui de la faiblesse, c'était celui d'un enfant qui, instinctivement, comprenait que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres. En France, où l'on valorise l'élégance dans les mots et les gestes, ce choix d'Antoine reflète une forme de noblesse intérieure. Nous pouvons tous tirer une leçon de cette retenue.
Face à l'injustice, il est parfois plus puissant de rester fidèle à ses principes que de céder à la provocation. Dans nos vies, cela signifie apprendre à répondre aux attaques, qu'elles soient verbales ou sociales, avec une dignité qui désarme, qui force le respect. Que ce soit dans une salle de réunion, dans une discussion familiale ou dans une interaction quotidienne, la dignité est une armure qui protège notre estime de nous-mêmes tout en envoyant un message clair. Nous méritons d'être respectés. La deuxième leçon concerne la résilience. Antoine, après avoir été blessé, a choisi de transformer sa douleur en quelque chose de plus grand. Encouragé par sa professeure, Madame Clairefontaine, et son ami Léo, il a créé un blog, Les rêves d'Antoine, où il partage non seulement son expérience, mais aussi ses espoirs pour un monde plus juste. Cette capacité à se relever, à faire de l'adversité une source d'inspiration, est profondément ancrée dans la culture française, où des figures comme Jean Moulin ou Simone Veil ont montré que les épreuves peuvent forger des héros. La résilience d'Antoine nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de créer, de construire, de donner du sens. Dans nos vies, cela peut se traduire par des actions concrètes. Écrire pour exprimer nos vérités, partager nos expériences pour inspirer les autres, ou simplement continuer à avancer malgré les obstacles. Chaque pas en avant, même petit, est une victoire contre ceux qui cherchent à nous diminuer. Une autre leçon essentielle est celle de la solidarité. Dans l'avion, des figures comme Camille, l'hôtesse, et Bernard, le passager âgé, ont apporté à Antoine un soutien discret mais précieux. Plus tard, sa mère Isabelle, son ami Léo et la journaliste Sophie Martin ont amplifié sa voix, transformant une injustice personnelle en un mouvement collectif. En France, la solidarité est une valeur cardinale, incarnée dans des moments historiques comme les manifestations pour les droits humains ou les élans de générosité lors de crises. Cette histoire nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls face à l'injustice. En tant que citoyens, collègues, amis ou voisins, nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir ceux qui sont injustement traités. Cela peut être aussi simple qu'un sourire, un mot d'encouragement, ou aussi puissant que de prendre la parole pour dénoncer une injustice. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons appliquer cette leçon en étant attentifs à ceux qui nous entourent, en offrant une écoute, un geste, une action qui montre que nous sommes ensemble. Enfin, l'histoire d'Antoine nous invite à réfléchir sur la responsabilité individuelle. Claire Beaumont, dans son arrogance, a cru que son statut la protégeait des conséquences de ses actes. Mais son licenciement, son isolement social et sa chute publique montrent que personne n'est au-dessus des lois ni des valeurs morales. En France, où le débat sur la responsabilité des puissants est constant, des affaires politiques aux scandales d'entreprise, cette leçon résonne particulièrement. Nous devons tous, quel que soit notre statut, assumer les conséquences de nos paroles et de nos actes. Cela signifie examiner nos propres préjugés, reconnaître nos erreurs et chercher à grandir. Pour Claire, ce chemin a commencé par une lettre d'introspection, un premier pas hésitant vers une possible rédemption. Dans nos vies, cela nous pousse à nous interroger. Quelles paroles avons-nous prononcées? Quelles actions avons-nous entreprises? Qui pourrait avoir blessé quelqu'un? Et comment pouvons-nous réparer, apprendre, avancer? Appliquer ces leçons dans nos vies demande du courage, mais aussi une volonté de croire en un monde meilleur. Comme Antoine, nous pouvons choisir de transformer nos épreuves en opportunités, d'utiliser nos voix pour inspirer, de nous entourer de ceux qui nous élèvent. Comme Victor, nous pouvons défendre ceux que nous aimons avec une détermination calme mais implacable. Et comme Sophie, Camille ou Léo, nous pouvons être les alliés qui font la différence, ceux qui tendent la main quand le monde semble hostile. En France, où l'art de vivre va de pair avec une quête de justice et de sens, ces leçons ne sont pas seulement des idées, elles sont un appel à l'action, un rappel que chaque geste compte, que chaque mot peut changer une vie. Cette histoire d'Antoine Dubois est plus qu'un récit. C'est un cri pour la justice, un hymne à la dignité, un appel à nous tous pour construire un monde où chacun a sa place. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la puissance de la résilience et de la solidarité, alors agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien,
Partagez-la avec vos amis et votre famille pour amplifier la voix d'Antoine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent et changent le monde. Et laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire signifie pour vous. Ensemble, faisons en sorte que la dignité voyage toujours en première classe. Rejoignez-nous dans ce mouvement. Votre voix compte.